Salut Mathilde. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mathilde, tu es porte-parole de la Primaire Populaire, une initiative lancée par un collectif qui appelle à présenter une candidature commune à la présidentielle 2022 pour dessiner une alternative écologique, sociale et démocratique. En gros, vous dites qu'il y a des mouvements de masse, c'est-à-dire la génération climat, les gilets jaunes, les mouvements féministes et antiracistes ou encore les revendications du personnel soignant et des premiers de corvée, et que toutes ces luttes doivent trouver un débouché politique pour 2022, et donc ça passe par une primaire que vous proposez être tenue en automne prochain. Alors, je dis « vous dites », mais c'est qui exactement ce « vous » ? Ce « vous », enfin ce « nous », c'est un collectif citoyen qui a été notamment initié par des jeunes. On a dans le collectif un bureau qui a plutôt une trentaine d'années. Des jeunes qui font partie de cette génération qui aujourd'hui votent plus, ou votent de plus en plus Rassemblement National, qui est le premier parti aujourd'hui chez les jeunes après l'abstention, qui en ont juste ras-le-bol en fait de la manière dont se fait la politique, qui a un ras-le-bol qui est vrai dans notre génération, mais qui est vrai plus largement en réalité dans la société française. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'abstention, on voit bien qu'il y a un vote RN qui monte. Et donc on a voulu essayer de proposer de l'espoir en fait à cette élection présidentielle. On sort à peine, on est en train de sortir du Covid. Après un an, on a porté les masques. Pour certains, on a suivi les cours en ligne, on a fait une diète de relations humaines, de soirées, de flirts. On a besoin d'espoir. Un espoir, c'est quoi? C'est juste mieux vivre. C'est ça qu'on demande. Mieux vivre sur la base d'un projet plus écologique, avec plus de justice sociale, plus de démocratie. Et on a ras-le-bol d'avoir une politique où ces mots-là sont que des mots creux aux 20h à la télévision. Et puis, vu que les acteurs politiques qui sont censés être cette troisième voie, cette voie d'espoir à côté de Le Pen et de Macron, qui est un match déjà écrit à l'avance, dont pas grand monde ne veut aujourd'hui en France, on s'est dit comment est-ce qu'on construit cette troisième voie. On attendait de nos responsables politiques qu'ils le fassent d'eux-mêmes, et on voit bien que finalement, les acteurs politiques aujourd'hui s'entre-déchirent, y compris dans ce que certains appellent la gauche et les écologistes, et donc on a décidé de prendre la main, d'essayer d'être ce tiers de confiance, neutre, capable d'organiser sur les bases de 10 mesures de rupture, sur les questions écolo, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, un espace qui permet d'avoir une candidature unique et donc un espoir de gagner et donc de changer nos vies sur ces 10 grandes ruptures. Donc concrètement, tu viens de le dire, votre objectif c'est de présenter un candidat à la présidentielle. Donc en gros, ce que vous cherchez, c'est une personne providentielle pour représenter tous les mouvements qu'on a cités, c'est ça? Pas du tout. Ce qu'on cherche là, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre le pouvoir. On sait aujourd'hui que la Ve République est faite de telle manière qu'il nous faut à un moment un nom sur un bulletin. Néanmoins, ce qu'on cherche à construire, c'est d'abord un processus qui part des idées, des propositions. Quelles sont les mesures qui vont concrètement changer nos vies au quotidien? Donc on a commencé par ça, et donc ça fait là maintenant 2 mois qu'on travaille avec plein d'acteurs de la société civile. On a beaucoup bâti nos propositions sur la base des collectifs Plus Jamais Ça, du Pacte du pouvoir de vivre, de la rencontre des justices. On s'est beaucoup inspiré des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années. Et on est arrivé avec toute cette matière-là auprès des acteurs politiques qu'on a réunis depuis 2 mois, chaque semaine, 4 heures de travail. Quand je dis acteurs politiques, c'est des déçus de Macron jusqu'à LFI et le PCF, en passant évidemment par PS, ELV et les autres partis qui sont autour. Et on a abouti à ce socle commun de 10 mesures de rupture, qui est la base de cette primaire populaire. Quand je dis base, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est ces mesures. Ce qu'on veut mettre au pouvoir, c'est l'écologie, c'est la justice sociale et c'est la démocratie. Pour y arriver dans la Ve République, il faut à la fin qu'il y ait un nom sur un bulletin. Et donc pour ça, on cherche derrière, une fois qu'on a fait ces mesures, la personne pour incarner ça dans les élections présidentielles de la Ve République. Néanmoins, on a un système de vote qui est un système de vote au jugement majoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de choisir parmi 10 candidats celui que tu préfères, tu mets une mention à chacun d'entre eux. Donc je prends un exemple bidon. Si tu adores Jean-Luc Mélenchon, tu lui mets excellent. Si tu détestes Yannick Jadot, tu lui mets à rejeter. Si tu trouves que quelqu'un comme Inès Hidalgo, c'est moyen, tu lui mets bien ou passable. Il y a comme ça 7 mentions que tu peux mettre. Et ça permet d'avoir le vrai rapport de force, d'éviter le vote utile. Et donc à la fin d'avoir, oui, un candidat, qui est celui ou celle qui a la meilleure mention, mais aussi de constituer plus facilement une équipe autour de ce candidat ou de cette candidate, et de prendre en compte mieux le rapport de force finalement sur
les débats qui ont eu lieu dans la primaire et les points de désaccord qu'ils ont les uns avec les autres. Mais alors là, tu viens de citer 3 exemples de personnalités qui sont plus ou moins candidats ou candidates à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est eux qui sont amenés à être jugés dans le cadre de votre primaire, ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres gens qui sont susceptibles de se présenter, qui pourraient représenter d'autres endroits de la société, par exemple des mouvements sociaux, des syndicats ou des associations, ou bien ne représenter rien, mais juste faire des propositions en parallèle en fait des 10 propositions, que vous faites, des 10 propositions de rupture dont tu as parlé? Les deux. C'est-à-dire qu'on veut avoir les acteurs politiques, parce que sinon on sait qu'ils iront, mais on veut aussi pour permettre à des acteurs venant de la société civile ou des citoyens qui le souhaiteraient, avoir leur chance. Et pour ça, on lance à la fin du mois de juin ce qu'on appelle un système de parrainage citoyen. C'est-à-dire qu'en ligne, sur la plateforme de la primairePopulaire.fr, il y aura les visages des candidats déjà déclarés ou pressentis, qui sont aujourd'hui ceux qui sont testés dans les sondages. Mais si vous ne vous retrouvez dans aucun d'entre eux, vous ne venez parrainer aucun d'entre eux, vous pouvez proposer le nom de quelqu'un que vous aimez de la société civile, vous pouvez proposer votre nom. Et si ce nom-là ressort 500 fois, à ce moment-là, il est mis sur la plateforme et c'est possible de le parrainer. À la fin, on prend le top 10 des plus soutenus avec 5 hommes, 5 femmes, parce qu'aujourd'hui, pour nous, la parité, c'est quelque chose d'important. On considère qu'il faut changer les visages et qu'il faut mettre en avant aussi des femmes dans le monde politique. Et ce top 10, du coup, pourra être composé d'acteurs politiques traditionnels, mais aussi venant de la société civile ou citoyens. On va pas se mentir, votre initiative, elle se situe en périphérie en fait de partis et de propositions qui sont déjà existantes. Je sais que vous dialoguez beaucoup avec beaucoup de partis politiques de gauche. S'il y a pas si ça marche pas en fait votre initiative, si ça ne prend pas, et si quelques semaines avant l'élection présidentielle, on n'a pas trouvé de candidat commun, qu'est-ce que vous ferez? C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va marcher, c'est ça le pari qu'on fait, sinon on ne se serait pas lancé. Dans le sens, pourquoi est-ce qu'on fait ce diagnostic-là? C'est que les partis politiques aujourd'hui sont trop faibles pour y arriver tout seuls. Et nous, société civile, on n'y arrivera pas non plus tout seul. Il y a un nouvel équilibre à trouver entre nous, citoyens, société civile, et les partis politiques. Il y a une détestation qui est quand même grandissante, je veux dire, même Sciences Po, quand même un acteur assez institutionnel, a revu son baromètre de la confiance politique et l'a renommé en baromètre de la défiance politique, tellement la crise est grave. Donc l'enjeu pour nous, c'est comment est-ce qu'on crée un élan populaire autour de cette primaire pour que ça déborde finalement les partis politiques et qu'ils n'aient pas le choix que de participer. C'est ça tout l'enjeu qu'on a, et évidemment qu'on n'aura pas la même discussion avec les partis politiques si on a 2000 pecnos qui soutiennent la primaire populaire ou si on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont là. L'objectif qu'on a à la fin, c'est d'avoir 2 millions de personnes qui votent à l'automne. Quand j'ai regardé les 10 propositions de rupture que vous faites, et je me suis dit que, en fait, un candidat comme Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, ou même le candidat ou la candidate qui va sortir de la primaire d'Europe Écologie Les Verts, pourrait très bien les signer. Est-ce que ça ne suffirait pas qu'ils disent bon voilà, les 10 propositions de rupture, nous on les récupère? Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon ou le ou la candidate d'Europe Écologie Les Verts ne vous convient pas en fait comme proposition politique pour la présidentielle 2022? Pour être honnête, s'ils arrivent à se mettre d'accord entre eux sans nous pour avoir une candidature commune sur la base de ces 10 mesures, on arrête tout pour le coup. Ce qu'on attend, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul, parce que le diagnostic qu'on fait, c'est que s'il y en a plusieurs, on est sûr de perdre. Et ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est gagner, parce qu'on a envie que nos vies, elles changent. Et c'est pas ni avec Macron, ni avec Le Pen, ni les autres alternatives qu'il y a actuellement sur le chemin de 2022, qu'a priori, ça va changer dans le bon sens. Donc c'est ça le pari. Tout à l'heure, quand tu as parlé de la gauche et des écologistes, tu as fait un peu une moue, tu as fait une petite grimace. Comment est-ce que... Toi, j'ai bien compris que vous inscriviez votre primaire populaire plutôt dans une histoire des mouvements, souvent d'ailleurs de mouvements qui sont relativement récents ou qui ont pris de l'importance récemment. Mais comment tu te situes par rapport à l'histoire plus longue de la gauche, qu'elle soit politique, syndicale ou même intellectuelle? Est-ce que tu revendiques par exemple un positionnement? Est-ce qu'avec la primaire populaire, vous revendiquez un positionnement à gauche? Le mot gauche est un mot qui, moi, à titre personnel, ne me parle pas. Dans le collectif de la primaire populaire, dans ceux qui l'organisent, il y a des gens qui ça parle. Ce qui me parle, moi, c'est les idées qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière ça. Je suis connectée à ça. Si n'importe quel citoyen qui lit les 10 mesures de rupture,
Évidemment que c'est situé plutôt à gauche, plutôt écolo. Néanmoins, ce mot-là, moi, me parle plus. Je crois que c'est le cas de plus de 70% des Français aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que les idées qui sont derrière, les mesures qui peuvent être portées, ne sont pas porteuses d'espoir aujourd'hui pour la société. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est qu'on pense sincèrement que, contrairement à ce qu'on dit que la gauche est morte, on pense que les idées, les propositions de cette gauche ont encore beaucoup d'avenir, à condition de reprendre évidemment la matrice écologique à son intérieur et à condition de se mettre à jour, j'ai envie de dire, du XXIe siècle et des attentes des citoyens aujourd'hui. Si vous, tout à l'heure, tu as dit, on se place dans une perspective où notre primaire populaire, ça va marcher, il va y avoir un candidat commun, etc. Si, admettons que ce candidat commun ne soit pas issu des forces traditionnelles ou des forces aujourd'hui qui sont en place, comment est-ce que tu imagines, si jamais, par exemple, vous gagnez la primaire, il y a un candidat commun qui n'est pas issu de ces grands partis, et ensuite, il gagne les présidentielles en 2022. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Comment est-ce que ça va se passer ensuite de prendre les rênes de l'État français? Est-ce que ça, vous l'avez envisagé? Ou est-ce que c'est juste pour peser dans le jeu politique que vous proposez votre primaire populaire? Non, on est sérieux. Quand on dit qu'on veut gagner en 2022, c'est vraiment sérieux. On veut gagner. Donc l'hypothèse d'avoir quelqu'un qui arrive au pouvoir, qu'il soit issu du sérail politique traditionnel ou pas, on la prend au sérieux avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec d'autres acteurs qui aujourd'hui forment des gens à être dans les cabinets ministériels, à être dans l'administration, à être des attachés parlementaires. Il y a des acteurs, aujourd'hui je pense notamment à Investi, tous ces lieux qui forment des jeunes et des femmes à devenir des futurs parlementaires. Donc évidemment qu'il y a tout un collectif qui se crée, c'est pas nous, Primaire Populaire, qui faisons tout, mais on est en alliance avec un certain nombre de collectifs. Et ça c'est extrêmement important parce que on sait très bien que si on gagne, si la primaire populaire ou sans nous, s'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'il y a une candidate qui arrive à porter ces valeurs-là à la tête de l'État, les forces de rappel, elles seront extrêmement fortes. Et donc il va falloir qu'on crée ce qu'on appelait un front populaire à l'époque. C'est vraiment ça aussi qu'on aimerait réussir à créer en termes de dynamique. Le Covid n'aidant pas à court terme, mais on va vraiment essayer de créer ça pour être en pression et éviter ce qui s'est passé avec Hollande, où la finance c'est mon ennemi, on l'attend toujours. Et donc ça, l'objectif, c'est de mettre la pression une fois que la personne est au pouvoir, parce qu'on sait qu'elle aura un jeu de contraintes extrêmement fort en opposition à ses idées. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai dit plutôt tout à l'heure, vous dialoguez beaucoup avec les partis politiques, les forces politiques en présence. Quel regard ils portent sur votre proposition? Est-ce que, par exemple, vous savez ce que pense Jean-Luc Mélenchon de la primaire populaire, ou Yannick Jadot, ou Éric Piolle d'Europe Écologie Les Verts? Ils ont tous accepté de participer à la première phase, la phase d'écriture de ce socle commun, de 10 mesures de rupture. Je l'ai dit, 2 mois de travail, 4 heures par semaine. La deuxième phase, il y a évidemment des volontés très différentes chez les uns et chez les autres. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui est le plus clair, qui nous dit « Non, moi, cette phase-là, c'est non. Je suis déjà candidat à l'élection présidentielle. S'il doit y avoir une candidature commune, c'est derrière moi. » Les autres, il y a des points de vue très différents. On a aujourd'hui quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui est une des candidates à la primaire écolo, qui nous dit « Moi, si je gagne la primaire écolo, je participerai à votre processus, parce que, évidemment, si on n'a qu'une candidature écolo et qu'il y en a d'autres à côté, on est sûr de perdre. » On a la bienveillance d'Éric Piolle, qui est le deuxième candidat de la primaire écolo. Yannick Jadot trouve ça aussi intéressant, est un peu ambigu dans le sens où, de ce qu'on comprend et de ce qui sort dans la presse, on voit tous, je pense, que la primaire écolo n'est pas son choix favori, qu'il préférerait s'en passer. Je pense qu'il préférerait avoir un accord un peu à l'amiable avec d'autres acteurs. Néanmoins, s'il n'arrive pas à cet accord, la primaire populaire peut l'intéresser. Et tout à l'heure, t'as dit que t'as parlé du quinquennat de François Hollande en disant que tu attendais toujours que la finance soit vraiment l'ennemi dans ce qu'a fait François Hollande. Est-ce que par exemple le Parti socialiste fait partie de vos interlocuteurs du coup malgré, on va dire, le quinquennat Hollande? Le Parti socialiste fait partie des interlocuteurs. Anne Hidalgo fait partie des interlocutrices. Arnaud Montebourg fait partie des interlocuteurs. Encore une fois, parce que s'ils sont plusieurs à partir, on est mort, en fait. Donc oui, après la question, c'est dans le socle de mesures qu'on a porté, ça a été un travail, en gros, si je caricature et que je fais un peu court, comment est-ce qu'on radicalise un petit peu le PS, tout en tenant les bouts aussi de la question écologique qui est centrale aujourd'hui dans cette nouvelle matrice de l'arc écolo-social.
et comment est-ce qu'on tient le bout aussi avec les propositions des LFI et du PCF. Donc c'était ce travail-là finalement qu'on a fait. Et on voit bien que dans les propositions qu'il y a dans le socle commun, il y a une certaine remise en cause à certains endroits du quinquennat Hollande qui ont été acceptés finalement par le PS aujourd'hui dans ce socle. Et je finis juste sur Anne Hidalgo dans sa posture, ce qu'elle dit. Elle a dit récemment dans une interview qu'elle était contre certaines formes de primaires. Elle ne veut pas, en gros, d'une primaire PS, elle refuse une primaire écolo qui serait élargie, parce qu'elle est sûre de la perdre, en gros. En revanche, elle parle d'une primaire façon américaine, c'est-à-dire avec un corps électoral extrêmement large. Donc la primaire populaire telle qu'on la présente peut l'intéresser. À voir, hein, entre ce qui... Et ce qui est très important, c'est que, entre ce qui est dit aujourd'hui et ce qui sera dit au moment où on aura fait la preuve, finalement, qu'il y a une dynamique populaire, parce que c'est ça l'objectif, on verra que les discussions peuvent changer. Si on a, encore une fois, 300 000 personnes avant l'été, on n'a pas la même discussion avec les uns et les autres. Aujourd'hui, celui qui a le plus de soutien, on va dire, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec Je vote pour, je crois qu'il est à 200 ou 250 000 aujourd'hui de soutien. Alors, dans votre tribune de lancement, vous mettez l'accent sur un concept qui est celui de justice. Pourquoi est-ce que vous donnez une telle centralité au concept de justice? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi, par exemple, le concept d'égalité, d'anticapitalisme, d'antiproductivisme ou le concept d'émancipation, par exemple? En fait, on aimerait réussir à trouver un nouveau nom à ce que certains appellent la gauche, qui ne nous parle plus, en tout cas qui ne parle plus à beaucoup d'entre nous. Et on s'est inspiré notamment de la rencontre des justices qui qualifie ce bloc-là comme le bloc des justices. Le bloc de justice, c'est qui? C'est à la fois tous les électeurs des partis politiques dont on vient de parler, mais c'est aussi les abstentionnistes, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays, et c'est aussi aujourd'hui des gens qui votent Rassemblement National, non pas dans un vote identitaire et raciste, pas cette partie-là, mais ceux qui votent Rassemblement National dans un vote contestataire, qui ont envie d'une vraie démocratie, qui ont envie que leur vie change vraiment, avec des vraies politiques sociales, et qui pour nous sont tellement perdus et en ont tellement ras-le-bol des politiques traditionnelles qui ont trahi aussi. Hein. Donc, je pense notamment aux ouvriers qui à une époque votaient PS et qui aujourd'hui votent Rassemblement National. Comment est-ce que on arrive à nouveau à les intégrer dans une politique qui répond à leurs demandes et à leurs besoins aujourd'hui? Donc c'est ça ce qu'on appelle le bloc de justice, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en avant ce concept de justice dans cette tribune. Alors j'ai une dernière question, Mathilde. Il y a un endroit de notre société que je trouve particulièrement actif et intéressant, notamment pour la gauche, c'est les quartiers populaires. Quelle place les quartiers populaires ils ont dans votre dispositif de primaire populaire? Comme pour les autres, j'ai envie de dire, mouvements, luttes, on est en soutien de celui-là. Je prends par exemple, aujourd'hui il y a le procès d'Assa Traoré. On a une partie de l'équipe qui est en soutien là-bas pour dire qu'on soutient finalement toute lutte contre les violences policières, toute lutte en faveur des quartiers populaires. On a des liens aussi avec des gens comme Mohamed Meshmash qui ont depuis des années fait tout ce qu'ils pouvaient pour sortir les quartiers populaires de la merde. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à l'antenne. Et qui aujourd'hui va faire un tour de France des quartiers populaires en amont des élections, aussi pour essayer de porter des propositions venant de ces quartiers-là. C'est des choses aussi qu'on a réfléchi dans le socle commun, et on a des personnes dans les porte-paroles, par exemple, il y a Yanis qui est de Seine-Saint-Denis, et qui pousse à chaque fois pour que les quartiers populaires soient entendus, et soient pas à nouveau ceux qu'on écoute en tout dernier, et qui arrivent en fin de queue, parce que tout le monde se fiche d'eux, quoi. Donc on a vraiment eu cette attention de, dès le début, essayer d'avoir les quartiers populaires qui sont dans le processus. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi Pablo.